Bon, bah, alors il est 9h30, alors on va commencer tranquillement. Alors je vous souhaite la bienvenue dans ce court échange entre nous. Alors, j'ai encore quelques demandes qui arrivent. Hop, bonjour Gia. Bonjour Laurine aussi. Voilà, bah, ils arrivent tous. Bonjour à Inès. Alors, on est déjà 8, bien, super, parfait. Ok. Voilà, donc j'attends encore peut-être les 2-3 derniers. Alors donc c'est une séance donc on a prévue aujourd'hui le 12 avril. Donc parallèlement à cette séance, bah, vous avez reçu ce matin par mail, comme d'habitude, le lien vers le cours numéro 10, donc le dernier de tout notre parcours qui avait commencé avec la guerre de 14, etc., avec la création comment dire, du nouvel espace centre-européen suite à la Première Guerre mondiale. Bonjour à Clara aussi, voilà. Et donc, je vous ai envoyé ce matin le dernier, qui correspond donc à la fin de la période de 1981 à 1990. Donc, c'est ce format que j'avais déjà commencé à faire quand il y a eu le premier confinement de l'année dernière, donc au deuxième semestre donc, de l'année 2019-2020. Donc c'est pour ça d'ailleurs que les derniers cours que vous avez vus ont été des remontages en fait des cours que j'avais donnés l'année dernière dans le cadre du premier confinement, y compris le dernier que vous avez vu. Le contenu est évidemment rigoureusement le même, donc c'est pour ça que j'ai procédé de cette manière-là. Alors je confirme encore une, voilà. Et donc, dans notre calendrier, donc, on a terminé le cycle aujourd'hui, avec donc vers des temps nouveaux de 80 à 90. Ensuite, je vous rappelle que la semaine prochaine, on est, même si ça n'a pas tellement de sens dans le cadre de ce troisième confinement, mais enfin, on est en vacances. La semaine du 17 au 24 avril, c'est la semaine d'interruption, dite de vacances de printemps. Ce qui nous amène donc au lundi dans 15 jours, le 26, où on fera la séance générale de révision. Alors, pour celles et ceux qui m'ont eu au premier semestre dans mon cours d'histoire des relations internationales, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que c'est une séance que je vais donc enregistrer ici, qu'on va faire ici ensemble pour celles et ceux qui le pourront et qui sera enregistrée et mise en ligne aussi, de révision générale. L'idée est de vous donner, période par période, un point de vue général pour bien vous repérer pour les révision pour le partiel. C'est ça la séance qu'on aura le 26 avril. C'est pas qu'on va revoir toutes les fiches les unes après les autres, c'est impossible en 1h30, mais ce sera une séance de synthèse, vraiment de synthèse des périodes que l'on a vues pour l'histoire de l'Europe centrale, c'est-à-dire la formation de l'Europe centrale après la guerre de 14-18, les années 20, les années 30, comment tout ça, tout ce système qui est né des traités de paix s'effondre, comment l'Europe centrale va se trouver, si vous voulez, au cœur même du système oppressif nazi, en quelque sorte, et puis comment tout ça va être à nouveau reconstruit après la Deuxième Guerre mondiale, suite aux conférences de Yalta et de Potsdam, que vous avez déjà dû bien voir dans les cours précédents avec moi, et comment tout simplement on entre dans la période de la guerre froide, qui va donc concerner les pays du bloc de l'Est. On ne parlera plus d'Europe centrale à ce moment-là, mais de bloc de l'Est, entre 1946-47 et la date la plus symbolique qui est le 9 novembre 1989, la chute du mur de Berlin et la fin de la guerre froide. Voilà. Ça, c'est toute la trame historique que l'on reverra et qu'on synthétisera ensemble le 26 avril. Ensuite, donc, il y a la date du partiel. Ça, c'est quelques infos que je voulais vous donner avant qu'on commence à échanger sur certains points. Le partiel, donc, ce sera lundi 3 mai.
La façon dont je procède sera comme les 2 fois précédentes, c'est-à-dire le deuxième semestre de l'an dernier et le premier semestre de cette année. Je vous envoie 2 sujets au choix le lundi matin. Ces sujets, comme certains me l'ont demandé, qu'est-ce que c'est? Ce sont des sujets de synthèse sur des thèmes sur la période que l'on a vue. La façon dont c'est présenté ces sujets, c'est qu'il y a une petite notice que j'ai fait à côté pour vous donner des conseils pour comment y répondre. Ce n'est pas évidemment la réponse au sujet, mais c'est pour vous guider tout simplement dans ce qui est attendu en quelque sorte dans ces 2 sujets. Alors ils sont prêts évidemment, c'est des sujets au choix, et comme vous en avez eu l'habitude, j'imagine dans les autres cours confinés désormais, il faudra donc le faire en 1h30, sans document, seul bien sûr, et tout ça sur la base évidemment d'une confiance mutuelle entre nous, puisque évidemment il n'y a pas d'autre choix avec ce système dans lequel nous sommes. Moi j'ai pensé que peut-être que début mai, on aurait pu avoir en présentiel les partiels, mais malheureusement ça n'a pas été décidé du tout comme ça. Donc il faudra que vous fassiez chez vous. Alors évidemment, je demande de le faire dans un temps limité, ce partiel. Et ce que je demande aussi, c'est que vous puissiez me les rendre à une date bien précise, parce que malheureusement après arrive la saisie des notes sur le site officiel de l'université qui vient assez vite. Il faut quand même que j'ai le temps de tout corriger. Alors je vous demande de me le rendre pour le vendredi 7 mai, dernier délai. Alors je le rappellerai dans des mails, tout ça, etc. Donc vous avez entre le lundi 3 mai inclus le matin jusqu'au vendredi 7 inclus pour me le rendre. Et pour quelle raison? Tout simplement parce que la semaine suivante, il me reste une semaine en gros pour tout corriger et tout saisir sur le site de l'université. Donc ça va être un peu ric-rac, mais j'aimerais bien avoir quand même un peu de temps pour tout lire, tout ce que vous me rendez. Alors, ce qui est attendu globalement sur le plan méthodologique pour ce partiel, c'est une intro dans laquelle vous présentez tout simplement le sujet auquel je vous demande de répondre en quelque sorte. Le corps du texte, c'est tout simplement le développement. Vous répondez à la question avec un plan que vous ferez selon la façon dont vous souhaitez le faire, et puis une conclusion où vous pouvez remettre en perspective le sujet, donner votre avis ou donner les perspectives historiques sur le sujet. Voilà. Donc je le rappelle, à faire seul en 90 minutes, puisque c'est le temps demandé, et sans document, les dictionnaires étant autorisés pour les étudiants qui ne sont pas francophones. Et à ce moment-là, il faut le marquer, vous le noterez à côté de votre copie que vous rendez. Alors vous me le rendez par pitié au format Word, pas de page, de format page, Pages, je ne sais plus ce que c'est, parce que sinon je ne peux pas corriger, je ne peux même pas l'ouvrir. Donc de préférence en Word. Si vous ne pouvez pas faire autrement, un PDF, ça ira encore. Et puis surtout, vous mettez bien vos noms, prénoms et le numéro d'étudiant, parce que parfois j'ai bien que vous l'envoyez par mail, donc a priori, bon, ça ne pose pas de problème, mais je préfère quand même avoir le nom et le prénom dessus. Voilà. Donc voilà un peu ce que je souhaitais vous dire. Cette séance d'aujourd'hui, c'est vraiment l'idée d'une séance d'échange sur lequel je peux revenir sur des questions que vous voulez me poser sur l'ensemble de tout ce qu'on a vu. Parce que la séance du 26, là par contre, c'est vraiment une séance de synthèse. Donc c'est moi qui vous fais la synthèse en 1h30 à peu près de tout ce qu'on a vu. Avec ce qu'il faut retenir, ça vous permettra d'avoir comme ça une vue panoramique de l'ensemble du cours. Puis l'idée aussi de cette séance d'aujourd'hui, c'était un peu de discuter avec vous, parce que alors là, pour le coup, autant au deuxième semestre de l'an dernier, j'avais quand même eu quelques cours en présentiel avec les étudiants. En relations internationales, au premier semestre de cette année, j'ai eu quand même quelques séances en présentiel. Mais alors là,
ce deuxième semestre-ci, je n'ai vu personne, sauf celles et ceux que je connais déjà, il y en a quelques-unes, quelques-uns, mais sinon, on ne se sera pas vu, comment dire, dans la réalité une seule fois, quoi. Et tout ça, on est dans de l'inédit, hein, parce que, bon, évidemment, on fonctionne comme on peut. J'espère que vous avez apprécié, en tout cas, moi, j'ai vraiment essayé de faire le maximum, à la fois de tout ce qui est envoyé comme matériel pédagogique, et puis au niveau de cette idée d'avoir mis. Alors, dans un premier temps, il y a quelques années, j'avais mis en ligne les petites fiches de synthèse vidéo, mais j'imaginais pas, évidemment, à l'époque, qu'on aurait une telle situation qui s'abattrait sur nous, ce qui fait que j'ai eu l'idée après de tout simplement de faire les cours carrément, d'en faire carrément des petits films, entre guillemets, d'1 heure et demie, que j'ai fait pour vous. Et en tout cas, bon, il me semble, pour les retours que j'en ai eus, que ça a été plutôt relativement apprécié. Et j'espère que ça vous a plu. Voilà, je ne suis pas du tout youtubeur professionnel, absolument pas, hein. Mais bon, je m'y suis mis parce que bon, voilà, ça m'a permis de développer aussi la chaîne YouTube que j'ai, mais qui est une chaîne YouTube beaucoup plus généraliste sur le plan historique. Mais bon, pourquoi pas y mettre aussi les cours, c'est ce que j'ai fait. Alors, je vais donc maintenant vous demander, alors je vois que j'ai un truc dans le chat, c'est Inès qui me disait bonjour. Alors, est-ce que déjà, alors j'ai déjà une question de Pauline sur un point du cours, sur les accords de Locarno en 1925, alors ça je peux y revenir, puisqu'elle me pose peut-être des questions de faire un petit recadrage historique là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, des questions à la fois techniques sur le contenu du cours. Je suis là pour y répondre. Alors, est-ce que Mathilde, Laurine, Noël, Laure, Edona, Suzanne, Gilia, Inès, vous avez, en plus de Pauline, des questions? Voilà. N'hésitez pas, c'est le moment où j'ai... Edona, oui. Monsieur, j'ai une question par rapport au partiel. Oui. Vous avez dit on a 1h30 pour faire le partiel. Oui. C'est-à-dire que le partiel il sera mis en ligne le 3 mai et à partir du moment où on accède au sujet, on a 1h30 pour le faire. C'est ça? C'est en quelque sorte, c'est ça. Voilà, vous ouvrez le sujet, vous ouvrez le fichier Word, et puis donc effectivement à partir de là, on lance. C'est un peu comme si on distribuait si vous voulez, dans un examen en présentiel, hein. On dit maintenant top, chacun retourne le sujet, et à partir de là, en effet, c'est parti pour 90 minutes. Voilà. Et évidemment, en se basant sur bien sûr une confiance mutuelle, parce que je ne serai pas là pour vérifier, évidemment, je ne vais pas venir vérifier si vous le faites en 90 minutes, mais bon, l'expérience a prouvé que ça fonctionne bien. Donc voilà, pour vous répondre à ça. D'accord, merci. Mais de rien. Voilà, alors est-ce que j'ai quelques autres questions qui viennent? Alors, je vais peut-être donc maintenant répondre à celle de Pauline. Alors, Pauline, vous me demandiez donc tout à l'heure, je prends le papier, donc la question des accords de Locarno. Alors, qu'est-ce que c'est que ces accords de Locarno? Alors, c'est vrai que les accords de Locarno, c'est quelque chose dont on parle pas souvent, il faut bien le dire, dans l'historiographie de l'histoire de l'entre-deux-guerres. Mais c'est quand même, si vous voulez, le moment où on sort définitivement de ce qu'on peut appeler l'après, comment dire, la sortie de la guerre de 14-18, parce que vous savez bien que qu'est-ce qui caractérise les traités de paix signés entre 1919 et 1920, vous l'avez bien compris, c'est le redécoupage de la carte, en gros, de l'Europe centrale. C'est-à-dire qu'en gros, les empires sont dissous, hein, ça vous le savez. L'empire russe quitte la scène de la guerre en 1918, au début de l'année, hein, parce qu'il y a une révolution, vous le savez, en 1917, et que ça va devenir la future URSS. Donc,
Elle sort complètement du plan comment dire, géopolitique de l'époque. Hein. Et puis, l'Empire allemand devient une république, hein, la République de Weimar. Et la grosse affaire, c'est l'Empire d'Autriche-Hongrie qui est dissous, hein, qui disparaît complètement, hein, puisque vont naître les différents États d'Europe centrale et orientale et balkanique à sa place. Hein. Je résume, hein, on y reviendra le 26 avril, évidemment, plus en détail, hein, mais c'est en gros ce qui se passe. Puis ensuite arrive, évidemment, la série de signatures des traités. Et le premier des traités qui est signé, c'est le traité avec l'Allemagne. Et dans ce traité avec l'Allemagne, l'Allemagne est considérée comme la principale responsable de la guerre. Et notamment, il y a un chapitre dans lequel l'Allemagne sera condamnée à payer des réparations. Et donc, il y a toute une série de conférences internationales qui vont avoir lieu entre 1920 et, disons, 1923, hein, 22-23, qui vont donc réunir à la fois les responsables de la République de Weimar, si vous voulez, hein, et puis les alliés pour déterminer le montant des réparations, hein, que l'Allemagne va devoir au titre de la guerre, et les modalités pour les payer. Et tout ce qui se passe, hein, vous avez bien vu dans le cours sur les années 20, durant cette période-là, ça va être justement comment dire, la détermination de l'Allemagne à payer ou pas ses réparations, c'est-à-dire une montée de la tension internationale qui se passe. Parce que le chiffrage des réparations allemandes est tellement énorme, hein, au début des années 20, que évidemment l'Allemagne, qui est un État en ruine aussi comme les autres, hein, mais vaincu, hein, n'a pas la capacité de payer les milliards et milliards de réparations qui lui sont demandées. Hein. Donc, on en arrive, pour faire simple, hein, au début de l'année 1923, où eh bien, l'Allemagne, décidément, ne payant pas ses réparations, eh bien, Poincaré, président du Conseil de l'époque, hein, français, décide de mener ce qu'on appellerait aujourd'hui une opération unilatérale, hein, c'est-à-dire d'envahir le nord de l'Allemagne, hein, une région qui s'appelle la Ruhr, hein, enfin plutôt centre-nord, si vous voulez, de l'Allemagne, la région productrice, en gros, comme on dirait aujourd'hui, d'énergie fossile, de gaz, de charbon, et où se trouvent les industries lourdes, hein, notamment les aciéries. C'est-à-dire, en gros, l'idée de la France en 1923, c'est de forcer l'Allemagne à payer ses réparations par une opération militaire, hein, sans aucune concertation internationale, rien du tout. Hein. Vous imaginez ça aujourd'hui, ça déclenche évidemment un tollé, hein, mais l'idée est de faire tourner l'industrie allemande au profit donc des puissances occidentales, et à commencer de la France, pour se payer en nature, tout simplement, des réparations de guerre. Alors ça déclenche la première crise internationale de l'époque, ça. Et pourquoi on en parle dans le cadre d'un cours sur l'Europe centrale, pour me poser la question, c'est parce que, bien sûr, hein, ça crée une déstabilisation des relations internationales de l'époque, hein, et de la stabilité qu'on est en train d'essayer de bâtir après la guerre de 14-18, cette affaire-là. Hein. Donc, opération unilatérale, invasion de la Ruhr, évidemment en condamnation par la SDN qui est née, je vous le rappelle, au tout début des années 20, hein, Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, sauf que la SDN n'a pas de moyens de pression, comme l'aura l'ONU plus tard. Donc, l'ONU proteste, etc. Et finalement, en 1924, hein, c'est le début de la stabilisation, justement, parce que les États-Unis, qui étaient en dehors du jeu international de l'époque. Ils ont participé au traité de paix, c'est vrai, avec Wilson, hein, en 1919, hein, 1920, vous vous souvenez, mais après, aux États-Unis, il y a un changement politique qui fait que les États-Unis deviennent isolationnistes, après avoir été, évidemment, tout à fait impliqués, puisqu'ils sont rentrés dans la Première Guerre mondiale en 1917. Donc, changement politique, isolationnisme. Mais en 1924, les États-Unis vont faire un retour partiel dans la question européenne parce qu'ils vont tout simplement permettre une sortie de cette crise de l'invasion de la Ruhr en prêtant des dollars, hein, à l'Allemagne pour qu'elle puisse payer ses réparations. C'est le plan Dawes, hein, D-A-W-E-S. Et qui est ce Dawes? C'est le secrétaire au Trésor de l'époque des États-Unis. Donc les États-Unis vont permettre à l'Allemagne de sortir, hein,
comment dire, de l'impasse, de cette crise qui était l'invasion de la Ruhr, en 1923, donc, avec ce plan d'os en 1924. La question donc se stabilise. L'Allemagne peut enfin commencer à payer ses réparations avec, si vous voulez, une répartition d'annuités sur des décennies, puisque l'Allemagne, s'il n'y avait pas eu de Seconde Guerre mondiale, si vous voulez, l'Allemagne avait étalé le paiement de ses réparations jusque, pour l'époque, jusque au début des années 90. Vous imaginez combien de temps cela aurait pris. Néanmoins, bon, pour ce qui nous concerne, nous, dans le cours, la situation est stabilisée. En France, Poincaré est remplacé en tant que président du Conseil par Aristide Briand, qui est ce qu'on appelle à l'époque un radical socialiste, si vous voulez, personnage de centre-gauche, et qui a toujours été pour, une vision de stabilisation globale européenne. Et c'est là que va naître cette idée, effectivement, des accords de Locarno. C'est-à-dire que le chancelier allemand de l'époque, alors on est dans la République de Weimar, il n'y a rien à voir, il n'y a pas du tout de question de Hitler ou de choses comme ça là-dedans. L'Allemagne est un État démocratique normal à l'époque. Donc le chancelier allemand Stresemann et le président du Conseil français Aristide Briand vont donc se réunir à Locarno, donc, autour d'un accord signé en 1925, qui va être la base de la stabilisation européenne de l'époque. L'Allemagne va rentrer à la SDN, elle était au banc des nations à cette époque-là. La question des réparations donc est réglée parce que l'Allemagne a obtenu, à la fois ce prêt des États-Unis pour les payer et un étalement de la dette, si on peut dire. Également sont signés, et ça c'est très important pour la suite, aux accords de Locarno, c'est pour ça que ce n'est pas inutile de les mentionner, sont signés 2 traités d'assistance mutuelle entre les pays occidentaux, dont surtout la France, et 2 pays centre-européens extrêmement importants, que sont la Tchécoslovaquie, parce qu'elle fait partie de la petite entente, si vous vous souvenez de cette petite entente qui est née en 1920, et la Pologne. Voilà. Alors ça, c'est très important parce que ces fameux accords, si vous voulez, il y en a un qui sera honoré, on le sait, hélas, si on peut dire, en 1939, parce que ça va déclencher la Seconde Guerre mondiale, et un autre qui, ce sera une relative honte, il faut bien le dire, ne le sera pas en 1938, quand la Tchécoslovaquie sera envahie par Hitler, avec la bénédiction des Alliés au terme des accords de Munich de septembre 1938. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que Locarno, et c'est quelque chose d'important, vous pouvez toujours le ressortir quand même dans un partiel, enfin ça dépend des sujets, mais je peux donner des sujets évidemment, parce que c'est aussi la base, retenez-le bien, et ça j'en profite de le redire encore ce matin, c'est la base aussi de ce que sera plus tard le couple franco-allemand. Le fameux couple franco-allemand. Alors, vous avez vu dans les cours que j'ai faits que ce couple franco-allemand, c'est De Gaulle, essentiellement le général De Gaulle et le chancelier Konrad Adenauer en 1958, qui vont le remettre sur les rails, mais ils le remettent sur les rails dans la mesure où il y avait eu un précédent. Et ce précédent, c'était les accords de Locarno. C'est la préhistoire, si vous voulez, de la coopération franco-allemande avec une vision européenne, Locarno. C'est ça. Il y a des moments comme ça, il y a aussi les accords d'Helsinki, un peu plus loin, vous vous souvenez, on les a vus, 1974-75, la conférence d'Helsinki en 1974, les accords d'Helsinki en 1975. Là aussi, ça va en pleine guerre froide permettre la création de ce fameux espace européen de coopération entre l'Est et l'Ouest, très important Helsinki, parce que c'est de cela, c'est à partir de cela que le moteur des élargissements pourra se mettre en place plus tard, bien plus tard. Et c'est très important aussi. Donc vous voyez, toujours en histoire, il faut essayer d'avoir une vision panoramique, et de ne pas rester collé, évidemment, tout le temps sur les événements tels qu'ils se déroulent, ou qu'on les subit, si on peut dire, mais avoir une vision globale, parce que quelque chose comme les accords de Locarno, c'est, si vous voulez, quand De Gaulle
et Adenauer signe le traité de l'Élysée en 1963, si vous voulez, et bien derrière, il y a le souvenir des accords de Locarno de 1925. Et le couple franco-allemand, quoi qu'on en dise, surtout ces temps-ci, ces temps particulièrement peu européens que nous vivons à cause de la pandémie, mais malheureusement, ça aussi, ça vient se raccrocher. Il y aura des gens qui analyseront la période qu'on vit à l'heure actuelle plus tard, vous verrez. Enfin, j'espère que vous le verrez en tout cas, moi aussi d'ailleurs, tout simplement, ce binôme franco-allemand est une réalité historique, si vous voulez. Alors vous trouverez plein d'analystes contre, notamment anti-européens, souvent, qui vous diront mais non, c'est pas vrai, etc. Blablabla. Ben non, non, il y a une réalité effectivement historique à ça. Voilà, Pauline, pour votre... est-ce que cette réponse vous va? Oui, très bien, merci. Eh ben, ça me devenu plus clair. Voilà, donc c'est ça. Mais je sais bien que dans la plupart des cas, quand vous prenez ce cours d'histoire, vous choisissez de toute façon que dans les programmes du secondaire, c'est quelque chose qui est, à mon avis, enfin, je veux dire, le programme étant généralement d'une guerre à l'autre, c'est-à-dire de 14 à 39. Enfin, moi, j'avais connu une époque où dans les programmes, c'était ça. On n'évoque pas beaucoup les années 20. Et qu'on se concentre tout de suite sur la montée des périls, tout de suite avec les années 30, Hitler, la guerre d'Espagne, etc. Quoi. Mais les années 20 sont importantes, tout comme aussi est important le régime de Mussolini, qui se met en place assez tôt, mais qui a deux phases, ce régime de Mussolini, au niveau de l'influence qu'il a sur d'autres questions. Une phase où il va être pro-occidental et plutôt stabilisateur, puis une phase où il va glisser lentement vers une alliance avec Hitler dans les années 30, et où il sera profondément déstabilisateur, et déstabilisateur dans les Balkans aussi. Ça, c'est important. Si une partie des Balkans, dans les années 30, bascule vers ce que j'ai appelé dans le cours les monarchies autoritaires, ou quelque chose comme ça, qui ont concerné quand même la Bulgarie, la Roumanie et la Yougoslavie, c'est aussi parce que l'Italie fera peser une certaine pression dans la région. Donc il faut pas l'oublier non plus. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions sur le cours? Je peux refaire un petit... je vais vous refaire un petit linéaire thématique, et puis vous me direz les unes et les autres ce qu'éventuellement vous n'aviez pas bien saisi dans ce qu'on a vu ensemble. Alors, le premier cours, je vous le rappelle, avait porté sur l'Europe centrale à la veille de la guerre de 14-18 et l'histoire de la fin d'un empire. Alors, est-ce que là, tout le monde, alors si personne ne lève la main, je considère que votre petit échantillon de 12 que vous êtes là, vous êtes au point là-dessus. Est-ce que donc sur l'état de l'Europe centrale avant la guerre de 14, c'est-à-dire ce qu'on appelait l'Europe des empires, est-ce que c'était bien clair, quoi? Est-ce que tout le monde avait bien vu qu'il y avait bien... Oui, merci Inès, oui, d'accord, ok. Donc, merci pour votre confirmation, qu'il y avait bien un empire allemand, un empire d'Autriche-Hongrie, mais cet empire d'Autriche-Hongrie formé en 1867 avec le compromis austro-hongrois, mais qui en fait était l'héritier du vieil empire d'Autriche et encore plus loin du Saint-Empire romain germanique. Donc tout ça, je vous l'avais bien expliqué. Il y avait le vieil empire russe, dynastie des Romanov. Il y avait, dans une certaine mesure, ça nous concerne aussi l'Empire ottoman, effectivement, qui existait encore à cette époque-là, parce que ça impacte tout simplement les Balkans, c'est pour ça qu'on le mentionne, et que face à cela, on avait les deux principales démocraties de l'époque, qui étaient la France, Troisième République, depuis 1870, et puis la vieille monarchie constitutionnelle britannique, évidemment, de l'autre côté, et puis quelques autres États, mais qui n'auront pas d'implication dans la Première Guerre mondiale que l'Espagne ou le Portugal. Enfin, c'est une carte assez simple, 1914.
Puis ce qu'il fallait bien retenir aussi de ce cours-là, c'est que tout ça, ça éclate complètement avec la guerre de 14-18. Parce que cette guerre de 14-18, si vous voulez, et je vous recommande, j'en profite, là, puisqu'on est dans une petite séance resserrée, une sorte de séminaire même, peut-être que vous puissiez lire, si certains d'entre vous connaissent, un romancier bien connu de l'Europe centrale de l'époque qui s'appelait Stefan Zweig, Z-W-E-I-G, Stefan Zweig, qui a écrit énormément de souvenirs. C'est un romancier, hein, mais il a aussi beaucoup écrit. Il était autrichien, il était à Vienne, hein, et il a vécu du côté de l'Europe centrale et de l'Autriche, l'Empire d'Autriche-Hongrie, là, donc évidemment, la Première Guerre mondiale. Et il dépeint très bien ce qu'était cette Europe centrale au moment où le vieux monde, si vous voulez, ce qu'on peut appeler un vieux monde, hein, à la veille de cette guerre de 14-18. Voilà, si jamais vous avez l'occasion, Stefan Zweig, ça s'écrit Z-W-E-I-G, Stefan Zweig. Extrêmement connu, il a écrit plein de romans hyper connus. C'est juste parce que c'est une source intéressante, voilà, pour votre culture personnelle hein, aussi. Donc, bon, alors tout ça, ça éclate, c'est la guerre de 14, hein, et puis ensuite, il y a tout un monde à reconstruire, parce que alors là, vraiment, c'est la première fois qu'un conflit d'une telle ampleur et aussi meurtrier a lieu, même s'il est très localisé géographiquement sur l'Europe de l'Ouest, sur la frontière franco-allemande, disons, et sur une petite partie de ce qu'on appellera un front d'Orient, c'est-à-dire enfin, dans les Balkans essentiellement, avec un petit peu évidemment aussi la partie de l'Arabie, etc. Mais c'est un conflit, la guerre de 14, qui est beaucoup plus localisé, si vous voulez, que ne sera la Seconde Guerre mondiale, hein, qui est un conflit global, lui. Et donc pour reconstruire tout ça, là, en effet, on est encore dans une forme d'optimisme à l'époque, et on va donc tout simplement faire signer des traités de paix. Alors là aussi, revoyez bien la petite définition du traité de paix que je vous ai donné. Ces traités de paix, donc, qui vont régler, tout simplement, les nouvelles relations internationales de l'époque entre les États vaincus et les États vainqueurs. Traités qui sont signés à Versailles, donc, vous savez, pour l'Allemagne. Je ne reviens pas sur toute la liste. Bon, ensuite, vous avez le traité de Saint-Germain pour l'Autriche, le traité de Neuilly pour la Bulgarie, le traité de Trianon en 1920 pour la Hongrie, qui est peut-être celui qui aura le plus de conséquences. N'oubliez pas la question des minorités, puisque j'avais fait une séance entière qui a suivi à celle-là sur les minorités. Cette question des minorités est importante parce qu'on a des vieilles minorités qui avaient constitué les empires et qui ont subsisté après la guerre de 14. Et puis, on a les nouvelles minorités. N'oubliez pas ça. Ces nouvelles minorités, c'est quoi? C'est souvent les anciennes minorités de l'Empire, des empires, qui se sont retrouvées, si vous voulez, en dehors de leur territoire. C'est la question, par exemple, des Sudètes. Ça, c'est vraiment extrêmement un cas emblématique. La minorité allemande de Tchécoslovaquie, les Sudètes, qui vont quand même mener à cette tragédie que sera 1938 et l'annexion de la Tchécoslovaquie par Hitler. C'est aussi la question des minorités hongroises. Ne l'oubliez pas non plus, situées en dehors donc de la Hongrie, qui a perdu un territoire énorme. Donc on va retrouver en Roumanie cette minorité hongroise, on va la retrouver aussi dans la partie slovaque de la Tchécoslovaquie, on va la retrouver aussi dans la nouvelle Yougoslavie, on va la retrouver un peu partout. Élément déstabilisateur. Déstabilisation aussi dans les Balkans avec la question des nouvelles minorités, notamment les problèmes de la Bulgarie avec la Macédoine. Bon, évidemment, il n'y aura pas un sujet horrible là-dessus. Je ne vais pas vous torturer avec des questions balkaniques à couper les cheveux en quatre. Néanmoins, il faut quand même ne pas oublier la dimension balkanique dans ce cours, parce que c'est l'histoire de l'Europe centrale et orientale, mais bien sûr, les Balkans, comme vous l'avez compris, c'est-à-dire en gros, si vous voulez, l'ex-Yougoslavie, sont indissociables. On ne peut pas, quand vous regardez une carte, et toujours essayer de bien mémoriser une carte. Parce que je vous ai bombardé de cartes pendant tout le semestre, et ceux qui me connaissent dans les autres cours le savent, c'est pareil. On ne peut pas faire un cours d'histoire des relations internationales ou d'histoire de l'Europe centrale. Alors, Eldona, la Voïvodine, j'y viens. Très bien.
vous voulez m'entraîner dans les Balkans. Alors, hein, donc, donc, en tout cas, on ne peut pas faire d'histoire, selon moi, sans cas. Alors, la Voïvodine. La Voïvodine, c'est une partie de territoire qui, en gros, moi je le sais parce que je l'ai parcouru comment dire, physiquement en voiture, donc je l'ai traversé, moi, la Voïvodine, donc je peux vous dire que je sais très parfaitement où c'est cette partie de territoire située, en fait, entre Belgrade, ça commence, vous quittez Belgrade et vous entrez dans la Voïvodine, et la frontière hongroise. Cette partie, effectivement, ce territoire-là, si vous le situez géographiquement, faisait partie de l'Empire d'Autriche-Hongrie. Dans la titulature de l'empereur, hein, donc qui était roi côté hongrois et empereur, hein, François-Joseph, hein, par exemple, côté évidemment Vienne, eh bien, il était aussi grand voïvode de Voïvodine. Donc, la Voïvodine, c'est une région, c'était un peu une partie du grenier à blé de l'Empire d'Autriche-Hongrie, en fait, en quelque sorte. Et cette région, en effet, va être détachée de l'Empire d'Autriche-Hongrie, disons de la Hongrie, hein, avec le traité de Trianon. Il y a plein de morceaux de la Hongrie qui s'en vont, la Transylvanie, bon, qui était peut-être évidemment avant roumaine, enfin ça, c'est une question. Hein. Il y a aussi au sud le Banat de Temeshvar, c'est-à-dire Timișoara, hein. Et puis il y a la Voïvodine aussi. Hein. Alors cette Voïvodine, en effet, va être détachée et attribuée, évidemment, au royaume des Serbes, Croates et Slovènes, hein, c'est-à-dire la future Yougoslavie. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, quand je vous parle, heureusement, touchons du bois, si je puis dire, il n'y a pas eu, je crois, de problème en Voïvodine quand la Yougoslavie, pendant 10 années, s'est dissoute, hein, entre 1990 et 2000, hein, comme vous le savez. La Voïvodine, en effet, faisait partie du royaume de Hongrie. Hein, voilà, c'était une grande territoire de blé, etc. Et à l'heure actuelle, c'est toujours le cas, parce que quand même, la dissolution de l'ex-Yougoslavie n'a pas été jusque-là, si on peut dire. La Voïvodine, à l'heure actuelle, fait toujours partie de la Serbie, hein, de la République serbe actuelle, capitale Belgrade. Je vous dis, quand vous quittez Belgrade, vous traversez le fleuve et vous êtes en Voïvodine. C'est assez intéressant. Et après, ça ressemble à la Beauce en France. Hein, ce sont des champs, beaucoup de champs, hein, en remontant au nord jusqu'à la frontière hongroise actuelle. Voilà pour la Voïvodine. Est-ce que ça vous va sur la précision sur la Voïvodine? Parce que vous connaissez la Voïvodine et Dona. Vous êtes peut-être vous-même de la région, parce que là, Dona, c'est un... Non, pas du tout. D'accord. Autant pour moi, je laisse tomber. Donc, ça peut arriver, parce que j'ai souvent des étudiants dans ce cours qui viennent de ces pays-là, simplement pour connaître un peu leur histoire, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas souvent des cours, en tout cas au niveau licence 1, 2, 3, sur l'histoire de l'Europe centrale. C'est surtout une spécialisation après, en fait. Alors, à ce sujet en aparté, après je reprends rapidement le déroulé, mais certains le savent, hein, déjà. Si vous avez besoin, puisqu'on est en fin d'année, malgré tout, le mois de mai va venir, hein, j'espère une amélioration des choses. Si vous avez besoin de l'aide de recommandation diverses et variées, soit pour faire des L3 spécialisés, des masters, je fais les lettres sans aucun problème. Bon, j'ai des types de lettres, hein, si vous voulez. Bon, je ne dis pas que ça marche à chaque fois, mais si vous avez besoin, généralement on donne des lettres de caution de 2 profs, et si vous avez besoin d'une de moi, je les fais sans aucun problème. Donc vous n'hésitez pas, de toute façon je le rappellerai à vos autres camarades. Alors, donc la question des minorités, évidemment, c'était le 3e cours, et ça se pose vraiment sur... bah oui. La question des minorités est vraiment très importante, parce que la question des minorités, en gros, pour le retenir, si vous voulez, elle existait avant la guerre de 14-18, évidemment. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on a remodelé la carte des empires, hein, sauf que dans l'historiographie, si vous voulez, il y a la façon dont on écrit l'histoire, les bouquins d'histoire qui vous racontent ce qui se passait en Europe centrale avant la guerre de 14, on vous parle de nationalité. On vous dit par exemple que l'Empire d'Autriche-Hongrie était la prison des peuples. On vous dit qu'il y avait tant de nationalités qui composaient l'Empire austro-hongrois.
etc. Ce terme de nationalité, si vous voulez, c'est comme pour minorité, hein. Sauf que c'est une, comment dire, c'est une façon de s'exprimer différente. Je peux vous donner un exemple qui n'a rien à voir avec l'Europe centrale, mais quand même assez instructif. Moi, j'ai eu la chance d'aller pendant un mois en 2018 donner des cours dans le sud de la Chine. Alors, c'est loin, c'était avant évidemment la période, comment dire, virale, hein. Bien, c'était donc 2 ans avant en tout cas. Et c'est dans le sud, dans la province du Yunnan, hein, qui est une province enclavée entre le nord donc du Vietnam et l'est de la Birmanie. Et c'est donc tout en bas, c'est un petit appendice tout en bas de la Chine. Et là, c'est une région où il y a justement énormément de minorités nationales. Et il y a un musée qui existe, qui est gigantesque et qui reconstitue, si vous voulez, les façons de vivre de toutes ces minorités. Sauf que là-bas, on est dans une terminologie plus ou moins marxisante, hein, et on ne dit pas minorité, parce que mineur, si vous voulez, minorité, c'est péjoratif, entre guillemets, ce que bon, enfin, on peut en débattre, hein, mais on dit nationalité, les différentes nationalités. Donc, voilà. Donc, dans le Yunnan, il y a une quarantaine de nationalités, si vous voulez. Voilà. Donc, en fait, ce sont des minorités nationales. Et, par exemple, les Ouïghours, hein, dont on vous parle, quand même vous écoutez l'actualité internationale, donc où il y a tant de problèmes dans le nord de la Chine, c'est une nationalité, c'est les Ouïghours, si vous voulez. Hein. Donc, sauf que là, c'est malheureusement un amalgame qui est fait entre cette population et le fait qu'elle est musulmane. Donc, hélas, on fait ce raccourci avec le terrorisme. Voilà, voilà. C'est important de bien noter ça, hein, surtout sur les minorités, c'est que c'est un sujet d'une part sensible, mais globalement. Hein. Mais dans le cas de l'Europe centrale des années 20 et 30, ce sera vraiment un facteur de déstabilisation. Non pas que les minorités, c'est une mauvaise chose, bien sûr que non, hein, mais on va se servir de ces minorités, on va les manipuler pour telle ou telle aventure politique, et beaucoup vont s'en servir, et notamment, bien sûr, vous le savez bien, le premier qui va utiliser la question des minorités allemandes, hein, ce sera Hitler. Il va le faire, comme vous le savez, au moins 3 fois. Hein. Il va s'en servir pour envahir, quand même, ni plus ni moins, c'est Stalanschus quand même, l'Autriche, hein, au début de l'année 38. Hein. Pourquoi ? Pour réunir tous les Allemands ensemble. Hein. Deuxièmement, il va s'en servir en manipulant la minorité des Sudètes, hein, toujours dans l'année 38, pour s'emparer de la Tchécoslovaquie. Il va s'en servir aussi encore une autre fois, ça en fait donc 4, pour transformer la Slovaquie à nouveau en un État indépendant qui va rattacher au Reich. Hein. Et puis, il va s'en servir, la fois ultime, cette fois-ci, avec la Pologne, hein, où, bien sûr, il va, comment dire, instrumentaliser la minorité allemande qui se trouvait dans le port libre de Danzig, Gdansk actuel, pour tout simplement se servir de prétexte pour s'emparer de la Pologne en 1939. Et là, pour le coup, oui, la France et la Grande-Bretagne vont honorer le traité qu'ils avaient signé à Locarno, j'en reviens à la question qu'avait posée Pauline tout à l'heure, hein, ce traité d'assistance militaire, et ils vont évidemment vouloir venir en aide à la Pologne, alliée, hein, des Occidentaux, évidemment, mais comme vous le savez, la Pologne va être victime de la Blitzkrieg, hein, la guerre éclair, en moins d'une semaine, hein, 10 jours, le pays est complètement soumis. Et bien sûr, les Occidentaux ne peuvent pas arriver à temps. Et puis, comme vous le savez, ce sera la déclaration de guerre, de toute façon, à l'Allemagne, hein, en septembre 1939, et donc la Seconde Guerre mondiale. Donc, question sur les minorités, revoyez-la bien, c'est vraiment, vraiment important. Puis ensuite, donc, on a eu, bon là, je vais passer assez vite, le système des relations internationales de 1920 à 1939. Alors là, bon, je vous ai redonné des détails sur les accords de Locarno de 1925, pour la période des années 20. Ce cours-là, qui était le 4e, donc, a un immense avantage, c'est qu'il est assez facile à borner sur le plan chronologique, parce que les années 20, vraiment se termine avec la crise de 1929, la grande crise économique, hein, la première de toute une série, hein, que cette grande crise de 1929, crise monétaire à la base, comme vous l'avez bien compris, suite aux accords de Locarno et surtout au plan Dawes,
signé en 1924, comme quoi ces années 20 sont utiles à étudier, va impacter d'abord l'économie allemande, puisque, étant donné qu'elle vivait sur des prêts en dollars, vous avez bien compris, depuis 1924, c'est le premier pays qui va être le plus fortement impacté par la crise de 1929. Et bien sûr, ensuite, par effet de nappe, si on peut dire, tous les États de la région, les pays occidentaux, toute l'Europe après. Mais 1929, c'est vraiment la fin d'une époque, ça c'est clair et net. Et puis ensuite, c'est les années 30. Les années 30, là, on les connaît bien, parce que c'est ce qu'on appelle la montée des périls, déstabilisation des pays occidentaux déjà, et surtout de la France. La Troisième République est en grande difficulté avec les conséquences de la crise économique. Crise économique qui entraîne évidemment une crise sociale, etc., crise des institutions, crise politique, tout ça, ça va avec. Et puis 1933, c'est la montée en puissance de Hitler qui arrive au pouvoir. Et donc, la destruction, c'est ça les années 30, en gros, la destruction, pièce par pièce, par Hitler, de tout le système construit par donc les traités de paix. Voilà, ça, je pense que tout le monde, vous avez bien vu ça. Si vous avez des questions sur les années 20-30, allez-y. Et je pense que c'est assez clair. Ouais, ça a l'air. Je vois personne qui ne s'est enfui encore. Il y a toujours 12 personnes sur mon petit pupitre. Eh ben, c'est bien. Voilà, alors ensuite on a. Oui, alors j'avais fait une séance plus longue sur l'Europe centrale à la veille de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'il s'agissait là de voir en détail justement ce qui s'est passé entre 1938 et 1939. C'est-à-dire, je suis rentré en détail sur rappelez-vous, sur la crise des Sudètes, qui est une crise très longue, qui va durer plusieurs mois, et qui va mener à la fameuse conférence de Munich, en 1900. Septembre, aux accords de Munich en septembre 1938. Et Munich, retenez-le bien, ça aussi, c'est l'anti-Versailles. Le traité de Versailles, qui est signé en 1919, et c'est vraiment la revanche par Hitler de ça, c'est-à-dire que toutes les puissances occidentales viennent se traîner, en gros, pour supplier la paix, de régler cette question des Sudètes, etc. Et auprès de Hitler, Mussolini, qui est invité aussi, qui joue le rôle d'un vrai faux lien, si on peut dire, entre occidentaux et l'administration hitlérienne. Et puis, ce qu'on a appelé le lâche-soulagement, comme le dira le président du Conseil de l'époque, Daladier, c'est-à-dire l'abandon les Britanniques aussi, pareil avec Chamberlain. Chamberlain et Daladier, retenez-les bien, sont les protagonistes occidentaux pour les accords de Munich. Et c'est le lâche-soulagement, c'est-à-dire que les gens se disent, on va céder les Sudètes à Hitler, c'est-à-dire que Hitler va pouvoir intégrer cette région des Sudètes dans le Reich, et puis après, on sera tranquille, il n'y aura plus de guerre, plus de danger. Sauf qu'ils n'avaient pas compris que, évidemment, tout ça était un mécanisme qui ne pouvait aller qu'en s'élargissant, que Hitler était plus ou moins persuadé qu'il n'y aurait pas de guerre, que les Occidentaux ne voudraient jamais refaire une guerre comme celle de 14-18. Et ça a marché à Munich, mais comme vous le savez, après, ça n'était plus possible vis-à-vis des opinions publiques, notamment, de reculer une nouvelle fois quand il va utiliser le même scénario, le même mode opératoire. Rappelez-vous, je vous ai envoyé un mode opératoire utilisé par Hitler pour envahir ses voisins. Le même mode opératoire utilisé pour la Pologne. Voilà. Bon. Et en allant plus loin sur ces années 30, encore une fois, une chose qu'il faut toujours bien savoir, c'est que n'oubliez pas, je reviens même sur les années 20, 1923, c'est l'invasion de la Ruhr, mais c'est aussi l'année où Hitler tente un putsch à Munich, à la fin de l'année 23. Un coup d'État qui échouera, et dont le but était quand même de renverser la République de Weimar et de faire que les nazis seraient arrivés au pouvoir par la force, cette fois-ci. Ça échouera, vous le savez, Hitler est condamné, jeté en prison, il va y écrire Mein Kampf. Et Mein Kampf, c'est quoi? C'est le programme de Hitler.
C'est le programme du parti nazi. Alors relisez bien là-dessus si vous avez le temps. Un excellent historien, collègue lointain, parce que je suis beaucoup moins prestigieux que lui, qui s'appelle Chapoutot, je crois que c'est Jean-Noël Chapoutot, je ne le vois pas d'ici dans la bibliothèque qui est derrière moi, là, enfin derrière vous. Mais cet historien-là, c'est Chapoutot, Chapoutot, et qui est un très très bon historien, connaisseur du nazisme, qui est à Paris 4, professeur à Paris 4, hein, et qui est sans doute à l'heure actuelle un des meilleurs spécialistes, qui explique justement comment un tel système a pu se créer, quoi. Et je vous recommande vraiment si vous avez le temps, évidemment c'est toujours pareil, mais ces bouquins, on les trouve hyper facilement et en bibliothèque aussi. Ils sont pas à des prix inaccessibles non plus. C'est tout à fait intéressant. Et ce Mein Kampf aura été un best-seller dans les années 20 et 30. Donc, ce qui fait quand même que le programme, tout y était annoncé, quoi, y compris l'invasion de l'URSS, évidemment, puis les programmes d'extermination que l'on connaît, hélas. Donc, néanmoins, à force de fanatisation des foules, de menaces des électorats, d'une ambiance sociale et politique effroyable dans cette Allemagne des années 30, frappée par la crise, vous le savez bien, ça se termine comme ça. Hitler et les nazis finissent par arriver par la voie légale, hein, au pouvoir, hein, et Hitler sera appelé comme chancelier, hein, par le président de la République de Weimar, hein, le vieux maréchal von Hindenburg. Et ensuite, si je puis dire, en résumé, quand on a fait entrer le loup dans la bergerie, il était trop tard. Et l'Allemagne va se nazifier en un temps record. Hein. Les premiers camps, hein, camps politiques, hein, de détention politique, vont quand même dès la fin de l'année 33 ouvrir. Hein. Donc on est vraiment dans un système que personne ne pouvait ignorer en plus. Et donc la menace que Hitler faisait peser sur la paix, on la savait pour toute personne à peu près sensée, si vous voulez, disons, allez, pour être gentil, dès le milieu des années 30, 35, 34 même. Hein, à partir du moment où il va violer toutes les lois imposées par les traités de paix, à partir du moment où il va reconstituer une armée pour faire la guerre, hein, rien d'autre, plus tous les discours, agressifs divers. Donc il n'y avait pas vraiment de doute. C'est pour ça que même dans la période dans laquelle nous sommes, ces années 2020, qui sont, il faut bien le dire, assez sombres sur tous les plans, et encore, je ne parle pas que de la pandémie, malheureusement, enfin bon, contrairement à ce que beaucoup d'historiens ont dit, et je le redis toujours dans ce cours, nous ne sommes pas dans de nouvelles années 30. Même si on a une crise économique sur le dos, même si la crise post-pandémique, j'ose même pas imaginer ce que ce sera, à l'heure actuelle, néanmoins, nous n'avons pas de personnages aussi menaçants que pouvaient l'être Staline ou Hitler au pouvoir, hein, dans le monde, je veux dire. Même s'il y a des mouvements de troupes russes à la frontière ukrainienne, ce que je n'ignore absolument pas, bien sûr, parce que je suis l'actualité en dehors de l'actualité covidienne, hein, mais bon, ça ne veut pas dire que Poutine va envahir l'Ukraine. Personnellement, j'y crois pas trop quand même à ça. Donc voilà, hein, on n'en est quand même absolument pas à ce genre de choses. Par contre, malheureusement, pour lequel faire de l'histoire aujourd'hui c'est important, c'est que ça nous incite à la vigilance des mécanismes que produisent les crises. Parce que ceux-là, eux, ils sont bien de retour. Et ça, moi, je vous le dis, c'est tout à fait clair et net. Il suffit, encore une fois, d'ouvrir un journal, de regarder, je ne sais pas moi, n'importe quel site de news, vous le verrez. Hein, la radicalisation qu'entraînent les crises économiques, radicalisation politique. Donc, danger, en effet, à ce que les individus peu recommandables finissent par prendre le contrôle. On n'en est pas là, on n'est absolument pas là, non, mais il faut être vigilant. C'est essentiellement, d'ailleurs, à ça que sert l'histoire, selon moi.
C'est pour ça qu'on nous accuse toujours, nous, profs d'histoire, de faire de la politique, je ne sais quoi. Moi, je ne fais absolument aucune politique. Moi, mon seul objectif est de vous montrer, en fait, chaque année, l'histoire telle qu'elle est, en fait. Comment, surtout, les mécanismes se sont mis à l'œuvre. Parce que je crois quand même que c'est le meilleur moyen, en sachant comment ça s'est passé, que des choses funestes ne se reproduisent pas. Voilà. Alors, je reviens à notre petit déroulé. Si vous n'avez pas de questions d'ici là, je n'en vois pas. Si tout est clair, c'est bien. De toute façon, je le mettrai en ligne, tout ça. Donc ensuite, eh bien, on a fait. Alors, je vous ai fait un petit rappel sur la Seconde Guerre mondiale. Hein. Alors, vous prenez pas trop la tête sur ça, la Seconde Guerre mondiale. En gros, l'Europe centrale, si vous voulez, il y a deux choses qui vont la caractériser pendant la Seconde Guerre mondiale. Première chose, c'est que, comment dire, la première chose qui va caractériser ça, ça va être les pays qui vont être, si je puis dire, alliés ou alliés forcés de Hitler. Hein. La Slovaquie, hein, qui est un État qui est devenu un État clérico-fasciste. Pourquoi? Parce que le leader des Slovaques fascistes au pouvoir est un ecclésiastique, s'appelle Monseigneur Tissot, hein, ce régime éphémère qui ne survivra pas évidemment à la Seconde Guerre mondiale. La Hongrie, qui est alliée évidemment de l'Allemagne pour des raisons de récupération, notamment au début des années 40, hein, d'une partie de la Transylvanie. Hein. C'était l'idée de Hitler, c'était d'attirer les Hongrois dans son camp en leur promettant une vengeance, une revanche du traité de Trianon. Hein, ça va de soi avec tout ce qu'on a pu évoquer. Puis les Bulgares aussi, hein, les Bulgares alliés de l'Allemagne, pour les mêmes raisons, mais concernant cette fois-ci la Macédoine, hein, sûr, dont ils veulent récupérer. Je vous ai fait un petit topo sur la question macédonienne. Et aussi un temps la Roumanie qui sera proche aussi, qui gravitera aussi dans les alliés du Reich. Tous les autres sont soumis à la loi du Reich. Hein, ce qui restait de ce qu'on appelle la Tchéquie aujourd'hui va devenir le protectorat de Bohême-Moravie, hein, une région totalement soumise à l'Allemagne. La Pologne va cesser d'exister, vous le savez bien, totalement à partir de 1941 soumise à Hitler, et puis jusqu'en 1941, vous le savez bien, avec le pacte germano-soviétique, hein, elle sera divisée en deux, évidemment soumise totalement au Reich. Et quant à la Yougoslavie sera désintégrée, hein, vous le savez bien, une partie avec la Croatie hein, sera un régime allié au Troisième Reich, et puis tout le reste sera soumis, évidemment, sous la botte nazie, bien sûr. Et puis, tout cela va être balayé, hein, parce qu'en 1941, Hitler déclare la guerre à l'Union soviétique, déchire le pacte germano-soviétique. Tout le monde savait bien que c'était d'ailleurs écrit dans Mein Kampf que l'idée de la destruction du régime communiste était inscrite dans si je puis dire, dans les projets d'Hitler. Et donc, à partir de 1943, vous le savez, défaite de Stalingrad, donc des armées de Hitler, et c'est le début du reflux, et progressivement, l'armée rouge, aidée par les États-Unis, hein, financièrement d'ailleurs, hein, les troupes de Staline vont tout simplement submerger une bonne partie du Troisième Reich, hein, puisqu'ils entreront dans Berlin, vous le savez. Hitler se suicide le 30 avril 1945 dans son bunker. L'Allemagne sera occupée pour ce qui est de la future Allemagne de l'Est par l'armée rouge. Et puis l'ensemble des pays d'Europe centrale et orientale, comme vous le savez, intégralement envahis par l'armée rouge. Ce sera le futur bloc de l'Est. C'est pour ça hein, que même si Staline avait promis à la conférence de Yalta d'organiser des élections libres, personne n'était vraiment dupe sur le fait que toutes les zones occupées par l'armée rouge hein, en 1945 eh bien, allaient tout simplement rester hein, sous le contrôle des soviétiques. Hein. Non seulement Staline réussit, si vous voulez, à récupérer les territoires qui avaient été perdus en janvier 1918 avec les accords de Brest-Litovsk, Première Guerre mondiale, mais en plus, il réussit à se faire un énorme glacis, comment dire, de zones sous son contrôle en Europe. C'est une victoire sans précédent, même si on dira qu'effectivement, l'Union soviétique est le pays qui a sans doute mis le plus de contributions, de prix du sang en nombre de morts hein, civils et militaires de cette
Deuxième Guerre mondiale. Alors après, on a vu ensemble donc, la nouvelle Europe centrale, hein, 45-47. Toujours s'il n'y a pas de questions supplémentaires là-dessus, hein, je jette un œil. Au travers notamment, mais je fais vite, puisque de toute façon on reverra tout ça le 26 avril, des conférences de Yalta et de Potsdam. Hein. Yalta, février 45, la guerre n'est pas encore terminée. Mais vous le savez bien, c'est là que, en gros, on détermine la division du monde, hein, telle qu'elle sera après la Seconde Guerre mondiale. Et puis Potsdam, bah, c'est la conférence de la victoire qui a lieu un peu en dehors de Berlin, parce que Berlin est complètement rasé, hein, à cette époque-là, et notamment le statut tout simplement de l'Allemagne, hein, occupée par les Occidentaux, donc pour ce qui sera la future RFA, et occupée par l'Armée rouge pour ce qui sera la future RDA, avec la question, ne l'oubliez pas, qui est fondamentale pour le début de la guerre froide, du statut de Berlin. Berlin, qui est situé en plein milieu de la zone occupée par les soviétiques, hein, de l'Allemagne, d'accord, et qui, bien sûr, du fait des conférences interalliées, a une occupation, puisque c'est l'ancienne capitale, hein, sera occupée, elle aussi, par les Occidentaux et par les Soviétiques. Hein. Donc, on va avoir une zone occidentale en plein cœur de l'Empire soviétique. Et vous avez bien compris que c'est pour ça qu'il y aura la première crise internationale de la guerre froide, qui est tout de suite, hein, 1948-49, qui sera la première crise de Berlin, le blocus de Berlin, la façon dont Staline va, dans un ultime barreau d'honneur, si on peut dire, tenter de forcer les Occidentaux à quitter Berlin. Et comme vous le savez, ce sera un échec. Et pourquoi? Bah parce que Roosevelt, le pauvre, meurt de maladie. Alors Pauline, j'ai tout de suite à votre question, meurt de maladie avant, et qu'on a Truman qui est particulièrement anticommuniste et qui, comment dire, ne cédera pas dans cette crise de Berlin. Pauline, je vous écoute. Oui, ça marche? Oui. C'est bon, pardon. Je craignais avoir appuyé sur le mauvais bouton. J'ai une question. Est-ce que c'est bien quand ils ont créé le pont avec les avions, enfin, vu que Oui, Staline oui. avait bloqué Berlin, ils ont fait passer toutes les marchandises par voie aérienne? C'est bien ce moment-là? C'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. C'est d'ailleurs parce que les soviétiques bloquent tout, hein, tout par voie terrestre. Ils ne laissent que la voie aérienne de libre. Parce que peut-être que par naïveté, sans doute même d'ailleurs, parce que l'idée c'était que les Occidentaux abandonnent, donc pour permettre aux Occidentaux de quand même pouvoir partir de Berlin d'une façon ou d'une autre, on avait laissé on n'a pas bloqué l'aérien, si vous voulez. Et donc, la réponse des Occidentaux, et bon, surtout de Truman, ça va être ça, d'une part, d'organiser ce fameux pont aérien dont vous parlez, effectivement, qui a amené le fret, qui va tout permettre d'amener des groupes électrogènes, etc., puisqu'il n'y avait plus de lumière, plus rien du tout, hein, dans Berlin-Ouest. Et double réponse de Truman, d'abord le pont aérien, et aussi d'avoir fait décoller toute une escadrille de bombardiers nucléaires, hein, qui se sont posés dans les bases occidentales de la future OTAN, hein, qui n'existait pas encore, dans les pays occidentaux, avec une menace directe que si Staline ne reculait pas, ne laissait pas l'affaire à Berlin, si je puis dire, eh bien, la guerre reprendrait, puisque les États-Unis avaient la maîtrise, hein, de la bombe atomique à cette époque-là, jusqu'à 1949, hein, je vous le rappelle, l'été 49. Donc, cette suprématie absolue nucléaire, c'est vraiment ça qui a fait reculer Staline. C'est-à-dire qu'évidemment, personne ne pouvait s'imaginer d'entrer dans une nouvelle guerre avec, comment dire, aucune chance de gagner de la part des Soviétiques. Donc, c'est parce que Truman est allé vraiment jusqu'au bout dans cette affaire. La fois suivante, même si ça ne nous concerne pas, vous savez, c'est la fameuse affaire des fusées, hein, c'est-à-dire la fameuse affaire de Cuba, hein, dans les années 60 avec Khrouchtchev, hein, où là aussi on va frôler entre Kennedy et Khrouchtchev une guerre nucléaire. Et là aussi les soviétiques reculeront, mais bon,
aussi parce que peut-être que Khrouchtchev avait été un peu trop loin. Il sera d'ailleurs démis de ses fonctions l'année suivante par le comité central du parti. Mais on a quand même eu dans cette guerre froide au moins 2 moments vraiment comme ça, très chauds, sur le plan, comment dire, d'une éventuelle guerre nucléaire. On leur a frôlé, quoi. Donc, crise de Berlin et crise des fusées, hein, ne l'oubliez pas, qui interviendra un peu plus tard, hein, avec, entre Khrouchtchev et donc Kennedy. Voilà. Donc, c'est important de le noter. Alors, donc, le bloc soviétique se met en place, hein. Et on est passé donc progressivement, ne l'oubliez pas non plus, au noyautage de toutes les élections, hein, qui ont eu lieu dans les pays du bloc. Élections donc qui ont eu lieu, comment dire, du nord au sud de la Pologne jusqu'à la Roumanie, la Bulgarie, hein, qui sont toutes noyautées, hein, toutes manipulées, où les partis communistes vont tous arriver au pouvoir. Seule exception dans toute cette période, hein, de 1945 à 1948, hein, à peu près, c'est la Yougoslavie. La Yougoslavie qui s'est libérée toute seule. La Yougoslavie dont le leader sera le maréchal Tito. Et Tito qui donc sera le seul aussi, autre aspect de la période, à accepter le plan Marshall. Enfin, une partie du plan Marshall en tout cas. Ce qui lui vaudra l'exclusion, hein, du camp communiste, puisque la Yougoslavie ne sera pas libérée par l'armée rouge, ne sera pas sous contrôle de Staline, et donc Tito, de fait, hein, se retrouve, si vous voulez, dans une position non alignée de ce que sont les futurs pays non alignés. Hein. C'est-à-dire des pays qui, pendant la guerre froide, ne seront ni dans le camp communiste, ni dans le camp capitaliste. Il y aura la Yougoslavie, il y aura l'Égypte, hein, et il y aura l'Inde. C'est donc la fameuse triade des pays non alignés. Et puis plus tard, ça va se développer, bien sûr, ce qu'on appellera la troisième voie, et puis encore plus tard et bien plus loin, de ce que l'on va appeler les BRICS. Hein. Mais là, c'est beaucoup plus tard, hein, c'est notre période actuelle, tout un tas de ce qu'on appellera les pays en voie de développement qui vont devenir les pays donc, qui seront une nouvelle force économique dans le monde. Mais ça, évidemment, c'est beaucoup plus loin dans le temps. Hein. Mais c'est important de noter cet aspect que la Yougoslavie est un pays non aligné. Et le cas de l'Albanie aussi, qui reste un pays, lui, pour le coup, complètement autonome dans la région. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il faut globalement retenir, hein, de cette nouvelle carte qui se met en place à partir de 1945. Et puis ensuite, évidemment, on a ce que j'ai appelé les relations avec les pays de l'Est, hein, qui va se diviser en 3 grandes tranches, hein, si vous voulez, dont la dernière, je vous l'ai envoyée ce matin. Hein. C'est-à-dire cette période de 47 à 56, puis de 58 à 69, et de 69 à 81. C'est-à-dire, en gros, 3 grands morceaux de l'histoire du bloc. Alors la première partie, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça commence avec la fameuse crise de Berlin, et puis après il y a la déstalinisation, la mort de Staline en 1953, hein, ne l'oubliez pas, et puis la déstalinisation avec Khrouchtchev, premier successeur de Staline, hein, qui va, début 1956, dénoncer les excès du stalinisme. Ce sera la déstalinisation, cette déstalinisation imposant la nécessité de remplacer les dirigeants staliniens que Staline avait mis en place par des réformateurs, va provoquer effectivement la première grande vague de révolte dans le camp socialiste, hyper connue, marquée principalement par les grandes émeutes de Poznan, hein, en Pologne, et puis évidemment la révolution de 1956 en Hongrie. Retenez bien ça dans l'histoire de la guerre froide. 1956 est une vraie révolution. C'est-à-dire que les Hongrois ont vraiment voulu quitter le camp socialiste. Retenez-le bien, c'est très important. Hein, c'est-à-dire que l'idée de Imre Nagy, hein, je vous le prononce à la hongroise, parce que je connais un peu quelques mots de hongrois, hein, Imre Nagy, hein, N-A-G-Y, bon, Imre Nagy, ça veut dire grand
hongrois, c'était que la Hongrie devienne un État neutre. Et les Hongrois n'ont pas imaginé ça comme ça en se disant tiens, on va se barrer du camp socialiste. Non, pas du tout. Hein, parce qu'il y avait un exemple l'année précédente, en 1955, l'Autriche, c'est moins connu aujourd'hui, ça, mais il faut le savoir, de 1945 à 1955, l'Autriche est, tout pareil que l'Allemagne, divisée en zones d'occupation. Et vous savez où est-ce qu'on entrait dans la zone soviétique? Je l'ai vu récemment dans un documentaire. Eh bien, à Linz. Linz, c'est une petite ville autrichienne tranquille qui est à environ 150 km de Vienne. Et là, vous entriez dans le secteur occupé par l'armée rouge. Et les Autrichiens en sont sortis par la neutralité, c'est-à-dire en disant voilà, on va rester un pays, bon, évidemment, donc, comment dire, occidental, mais on sera neutre. Neutre, on sera ni dans le camp, comment dire, on sera des neutres, c'est-à-dire on ne participe pas. On ne sera pas militairement, ni au camp socialiste, ni à l'OTAN, côté occidental. L'OTAN qui naît en 1949, hein, je vous le rappelle. Et l'idée de Neug et des révolutionnaires hongrois, c'était de se dire, on va essayer de faire pareil, on va vendre cette idée, puisque c'est la déstalinisation, on va proposer aux soviétiques cette idée, ce qu'ils ont accepté pour l'Autriche, que ce soit pareil chez nous en 1956, que nous devenions un État neutre, hein, et en échange, évidemment, nous pourrons, comment dire, développer un pays démocratique, etc., etc. Seulement, quand vous regardez une carte, et toujours les cartes, j'insiste beaucoup sur l'aspect cartographique, quand vous regardez la carte des pays du bloc, c'était rigoureusement impensable. Parce que vous auriez eu là un bloc, si vous voulez, austro-hongrois neutre. Vous voyez la carte de l'Autriche, hein, qui est un peu comme un sort de haricot tout écrabouillé. Hein, et là, c'est l'histoire. La Hongrie, hein, et vous voyez, ça coupe littéralement le camp socialiste en deux morceaux. Voilà. Donc c'était impensable. Et là, Khrouchtchev a utilisé la manière forte. Il n'a pas envoyé le pacte de Varsovie, parce qu'il venait d'être créé en 1955, donc pas encore très, comment dire, solide, mais il a directement envoyé l'armée rouge. Et moi, je peux vous dire, j'ai vu des photos aériennes de Budapest. Je les ai vues en Hongrie, ces photos, dans un musée après 1956, non pas après 1945, où c'était déjà, la ville avait été quasiment anéantie, mais après 1956, et je peux vous dire qu'il ne restait plus grand-chose après le raid de l'armée rouge sur Budapest en 1956. La ville avait vraiment beaucoup souffert. Je vous ai mis quelques photos d'ailleurs dans les cours, là, les différents envois. C'était une répression effroyable. Évidemment, on a présenté la propagande soviétique, a présenté les Hongrois comme étant des fascistes, etc. Évidemment, c'était facile, parce que la Hongrie, 10 ans auparavant, était dans le camp nazi, hein, n'oubliez pas. Bon. Donc, voilà, enfin, etc. Je vous passe les détails. Tous les leaders, Imre Nagy et compagnie, liquidés au terme de faux procès, fusillés, pendus, etc. Il faudra attendre 1988 hein, pour que Imre Nagy soit, c'est-à-dire la toute fin du régime de János Kadar hein, en Hongrie, pour que les révolutionnaires de 1956 soient réhabilités. Alors le jour où on pourra retourner en Hongrie, le jour où on pourra à nouveau sortir de France, voyager au-delà de 10 km, vous êtes jeune, je vous recommande fortement d'aller passer un week-end à Budapest, hein, c'est pas loin, s'il y a encore des avions à cette époque-là, enfin, il y en aura peut-être encore quand même, hein, vous pouvez y aller, il y a aussi des trains, moi je l'ai fait en train aussi, je ne suis pas mort, hein, et quand on pourra faire tout ça, eh ben, je vous recommande d'aller là-bas, d'aller sur l'avenue Andrássy, qui est l'équivalent des Champs-Élysées à Budapest, une immense avenue magnifique, et là vous verrez un musée, je vous ai envoyé le lien d'ailleurs de ce musée dont l'envoi qui concernait l'année 56, enfin, ça concernait ce cours-là, du musée de la terreur. Ça s'appelle le Terror Asa. Alors, c'est ce musée est un musée qui est consacré en fait à dénoncer en fait toutes les horreurs du totalitarisme en Hongrie, tant le régime fasciste des Croix fléchées en 1944-1945 que bien sûr la période stalinienne. Etc., etc. C'est un musée sur tout ça. Je vous recommande vivement d'aller le visiter. Il est actuellement fermé pour cause de pandémie, même pour les Hongrois, ils ne peuvent pas y aller. Enfin bon, un jour, on pourra à nouveau y aller, enfin j'imagine quand même. Je vous recommande d'aller le visiter, ça vaut la peine. Moi, je l'ai fait plusieurs fois, c'est extrêmement intéressant. Voilà.
Bon, après, alors oui, petit bémol, vous trouverez, il y a toujours des esprits chagrins. C'est un musée qui avait été créé, il est vrai, par Viktor Orban. Et oui, mais je dis par Viktor Orban parce qu'à cette époque-là, quand ce musée a été créé, Orban n'était pas redevenu Premier ministre, il était à nouveau dans l'opposition. Alors on avait dit que c'était politique. Enfin, bon, dénoncer les crimes du stalinisme, je crois que c'est quand même pas une grande méchanceté. Hein. Voilà. Donc, voilà, je vous recommande ça. Je poursuis s'il n'y a pas d'autres questions, parce que je ne voudrais pas non plus aller au-delà de l'heure et demie qu'on a habituellement pour cette petite séance. Sur cette période, bon, ensuite, on a le grand changement, si on peut dire, géopolitique qui se produit. Ben, c'est parce que De Gaulle, en France, vous l'avez bien compris, revient aux affaires à partir de 1958. Et là, nous avons donc un changement parce que De Gaulle décide de relancer d'une part ce fameux duo franco-allemand avec Adenauer, donc avec l'Allemagne de l'Ouest, hein, évidemment, et puis de développer une politique indépendante originale, hein, une politique non alignée lui aussi, quelque part. Hein. C'est-à-dire que la France va sortir de l'OTAN, hein, c'est-à-dire de l'alliance des forces occidentales. Hein. Et puis, deuxièmement, eh bien, il va permettre, avec sa politique étrangère originale vis-à-vis de l'Est, de permettre à Khrouchtchev, bien empêtré par l'écrasement de la révolution hongroise, de relancer la détente. Hein, parce que Khrouchtchev souhaitait évidemment que la déstalinisation intérieure aboutisse à l'extérieur à une détente avec les Occidentaux. Malheureusement, c'était sans compter d'autres problèmes qui vont se produire ensuite. Ces problèmes, vous le savez bien, vont être d'une part en 61, hein, la construction du mur de Berlin, parce que l'Allemagne de l'Est n'arrive tout simplement pas à exister par elle-même. Il y a une hémorragie de la population. Donc, construction du mur de Berlin en 61. Et puis, à la fin de cette période-là, il y a évidemment à nouveau un grand problème dans le camp socialiste, qui est cette fois-ci cette tentative de réforme du socialisme à visage humain en 68, hein, avec donc ce qu'on a appelé donc le printemps tchécoslovaque, le printemps de Prague, hein, qui était en fait une tentative de réforme économique et politique, mais dans le socialisme, sans faire de rupture avec lui. Entre-temps, Khrouchtchev, suite à l'affaire des fusées à Cuba, perd le pouvoir, hein, et c'est Brejnev, hein, qui va donc le remplacer, et Brejnev, qui est un pragmatique avant tout, hein, enverra les troupes du pacte de Varsovie écraser le printemps de Prague. Néanmoins, De Gaulle a permis, avec sa politique originale, hein, entre 58 et 69, les accords de l'Élysée avec l'Allemagne, 63, n'oubliez pas, tout ça, a permis de créer un socle, hein, qui va permettre d'aller vers la détente. Et c'est ce qui se passe dans la période suivante, de 69 à 81, hein, qui est principalement marquée en 74-75 par les accords d'Helsinki. Et retenez-le bien, au début de la décennie, de 69 à 74, par une politique originale indépendante, elle aussi, reprise des idées de De Gaulle, hein, de la décennie précédente, reprise par le successeur d'Adenauer, que sera donc Willy Brandt. Ça aussi, c'est important de le retenir pour la période de la guerre froide. C'est l'ost politique que va mener Willy Brandt. Willy Brandt, c'est un chancelier ouest-allemand, social-démocrate, qui donc va entamer toute une politique de dialogue et d'ouverture vers l'Est. Et ça va permettre les accords d'Helsinki qui vont être signés en 1975. Évidemment, je simplifie, on n'a pas le temps, hein, d'aller plus en détail, mais vous avez le cours aussi pour ça. Période de détente absolument unique, hein, ces accords d'Helsinki, mais qui vont être gâchés, si vous voulez. Pourquoi ? Parce que tout simplement, la mécanique du système communiste soviétique commence à s'enrayer de plus en plus. Et l'Union soviétique va entrer dans une période de crise extrêmement profonde, hein, qui seront marquées par d'ultimes erreurs de l'administration Brejnev. Alors à ce sujet, je vous recommande toujours, comme je vous l'ai dit, ce livre d'Andrei Kosovoï, je vous le lis de loin dans ma bibliothèque, là, Brejnev,
qui est une biographie qui vient de sortir de Léonid Brejnev, Andrei Kosovoï. C'est chez Perrin, c'est sorti il y a quelques mois. C'est très bien écrit, et ça peut être intéressant de la lire, parce que ça concerne quand même presque une trentaine d'années de la guerre froide. Donc si vous avez l'occasion de jeter un œil dedans, vous verrez. On la trouve assez facilement. C'est intéressant. Et donc ces ultimes erreurs, c'est quoi? C'est l'invasion de l'Afghanistan en 1979. Bien sûr, c'est en dehors de notre sujet, l'Afghanistan, puisque bien sûr il s'agit de territoires d'Asie centrale, mais néanmoins, ça va précipiter l'armée rouge dans une ultime, une ultime guerre qu'elle ne pourra pas tenir ni militairement ni politiquement. Ça va durer 10 ans. Il faudra attendre 89 à peu près que Gorbatchev sorte l'Union soviétique agonisant déjà à l'époque de cette erreur, en fait, en quelque sorte. Et puis une grande crise qui se produit à nouveau en Pologne. Alors c'est vrai, il y a eu les accords d'Helsinki, tout ça. Comment est-ce qu'il peut encore y avoir une crise dans le camp socialiste? Oui, sauf que cette fois-ci, face à ces grands mouvements entre 80 et 81 qui ont lieu à Gdansk, sur le grand chantier naval, avec le syndicat Solidarité, dirigé par Lech Walesa, Brejnev va charger l'administration communiste polonaise de régler le problème. Ce sera l'arrivée au pouvoir du général Jaruzelski qui va déclencher ce qu'on appellera la loi martiale, l'état de guerre, pendant plus d'une année, qui va s'abattre sur la Pologne. Une répression. En gros, on dit aux Polonais, vous réglez le problème vous-même. Vous, communistes polonais. Voilà. Comment on contourne le principe de non-intervention qui avait pourtant été effectivement, bien sûr, acté par les accords d'Helsinki. Voilà. Donc, entre-temps aussi, dans cette période-là, ne l'oubliez pas, l'arrivée en 1978 d'un pape, la première fois qu'un pape non italien est élu depuis le Moyen-Âge. Il s'agit de Jean-Paul II, Karol Wojtyła, qui était l'archevêque de la ville de Cracovie, sud de la Pologne, et qui va, et on le sait aujourd'hui, archives à l'appui, mener toute une politique évidemment de soutien à la dissidence polonaise, mais bien au-delà, une véritable politique qui, en venant en écho de celle menée par Reagan, qui arrive aux affaires aux États-Unis en 1981, avec une politique vraiment anticommuniste elle aussi, vont permettre effectivement de mettre au tapis économiquement d'abord, l'Union soviétique, notamment dans le cadre de la course aux armements, que les soviétiques ne vont plus arriver finalement à soutenir. 1982, c'est la mort de Brejnev, la crise de succession, évidemment, qui s'ensuit. Andropov, dans un premier temps, qui ne va pas pouvoir rester aux affaires. Andropov qui va recommander Gorbatchev au moment de sa mort. Mais ce ne sera pas encore tout de suite, puisqu'il y a Tchernenko, ça c'est dans la séance d'aujourd'hui, je vous invite à aller la découvrir si vous n'avez pas encore visionné. Vous avez tout le temps pour ça, de toute façon. Ensuite, la mort de Tchernenko. Andropov, Tchernenko, il ne se passe pas grand-chose, et il faut attendre 1985 pour qu'un certain Mikhail Gorbatchev arrive au pouvoir, un vrai réformateur, celui-là, qui va s'inspirer de quoi? Des réformes qu'on a écrasées en 68 à Prague, les réformes de Dubček, les réformes de Novotny. Et c'est pas moi qui vous le dis, c'est Gorbatchev lui-même qui le dira dans une interview. On lui dira, mais la perestroïka et la glasnost, finalement, vous avez imaginé ça comment? Je me suis simplement inspiré des réformes du socialisme à visage humain qu'avaient tenté de mettre en place les Tchèques. Entre guillemets, en conclusion, un peu en quelque sorte de ça, mais je ne sais pas s'il peut y avoir de conclusion à tout ça, si Brejnev n'avait pas écrasé le printemps de Prague en 68, on serait peut-être maintenant dans une forme de monde d'Uchronie, comme on dit, c'est tellement à la mode l'Uchronie. Vous savez ce que c'est que l'Uchronie? L'Uchronie, ce sont des romans historiques imaginés sur des alternatives historiques. C'est-à-dire des choses par exemple, on imaginerait par exemple qu'en 2021, l'Union soviétique existerait encore, l'Union soviétique libéralisée, par exemple. Ça pourrait être une imagination uchronique du monde. Voilà. C'est très à la mode, je ne vous fais pas je ne tergiverse pas là-dessus, il n'y a plus beaucoup de temps pour en parler. On pourra en reparler évidemment en dehors si ça vous intéresse. C'est une mine, notamment dans les séries télévisées actuelles que l'on peut voir.
Donc, voilà, vers des temps nouveaux, bah oui, Gorbatchev arrive, mais il arrive trop tard. Il se produit le même phénomène qui s'était produit avec la déstalinisation, c'est-à-dire que les vieux brejneviens qui avaient été mis en place, quand Brejnev est arrivé au pouvoir, ou encore plus loin, les vieux khrouchtcheviens, je pense à János Kadar, pour la Hongrie, hein, Kadar de 56 à 88 quand même, vous vous rendez compte, hein, c'est des véritables décennies de pouvoir. Hein. Tous ces gens-là, les uns après les autres, évidemment, démissionnent, sont évincés. L'Union soviétique refuse évidemment à ce qu'on réprime les moindres révoltes dans tous ces pays. Ça part de la Pologne, vous le savez, où cette fois-ci Jaruzelski va s'en aller, où Lech Walesa sera le premier président élu non communiste du bloc de l'Est, enfin, le futur ancien bloc de l'Est. Et puis on redescend la carte, la Tchécoslovaquie, Václav Havel, hein, l'ancien dissident qui deviendra le premier président tchécoslovaque depuis Édouard Beneš, hein, ça fait loin quand même, démocratiquement élu, hein, etc. L'Allemagne, le 9 novembre 1989, la chute du mur de Berlin, la fin d'Erich Honecker, petite équipe de transition en Allemagne pour la RDA, et à peine un an après, 11 mois après la chute du mur de Berlin, ne l'oubliez pas, l'Allemagne est réunifiée. C'est-à-dire que vraiment, cette RDA s'écroule comme un château de cartes. Elle n'avait jamais eu d'autre existence, d'ailleurs, qu'une existence purement idéologique, hein, comme je pense l'histoire, en tout cas, aura pu le montrer. Ensuite, la Hongrie, bien sûr, c'est la fin du régime de Kadar, l'arrivée, évidemment, au pouvoir très rapidement d'un pouvoir alternatif. Et puis, bien sûr, il reste deux morceaux, la Bulgarie, où une longue transition va se mettre en place. Ce sera plus long, mais Todor Žižkov, lui aussi un inamovible, brejnevien, disparaît des écrans. Et en Roumanie, ça se passe mal. Vous le savez très bien, il y a une guerre civile qui est déclenchée, à peu près un bon mois de guerre civile assez meurtrière, qui se terminera par l'exécution à la mitraillette au terme d'un faux procès du couple Ceausescu. Le Ceausescu si populaire en 1968, souvenez-vous, hein, le Ceausescu reçu par Nixon à Washington, le Ceausescu qui avait refusé d'envoyer l'armée roumaine pour écraser le printemps de Prague. Oui, mais c'était par calcul du développement d'un régime personnalisé national-communiste, rien d'autre, qui est devenu un horrible, un épouvantable vieillard qui, avec sa femme, sont jugés sommairement en décembre 89 et fusillés. Tout le monde connaît cette histoire. Ça se termine comme ça en Roumanie, avec l'arrivée d'une équipe transitoire autour de Ion Iliescu, dont on a dit que c'était lui qui avait organisé d'ailleurs le renversement de Ceausescu, et puis ensuite une Roumanie telle qu'on la connaît à l'heure actuelle. Dernier morceau, et il est 10h57, et c'est un peu en exergue du dernier cours, si vous voulez, vers des temps nouveaux, que je vous ai un peu esquissé ici, mais vous retrouverez, parce que j'en profite pour en parler dans la vidéo que je vous ai envoyée, je tiens quand même à ce que vous ayez la possibilité de l'étudier un peu, c'est la tragédie yougoslave, qui est impossible de retirer d'un cours d'histoire de l'Europe centrale et orientale de cette période. C'est qu'à partir du début des années 90, pour les suites de la fin du communisme, qui atteignent évidemment le pouvoir de Tito meurt en 80, je vous le rappelle, crise de succession là aussi, qui aboutira à la fin des années 80 par l'arrivée aux affaires dans la Yougoslavie communiste finissant de deux leaders nationalistes, que sont Franjo Tudjman en Croatie et Slobodan Milosevic en Serbie, et ne pas oublier aussi Alija Izbenegovic en... D'accord Inès, vous pouvez partir, bien sûr, il n'y a pas de problème, bien sûr. Merci. Alija Izbenegovic pour la Bosnie-Herzégovine, ces trois personnages, et je vous recommande vivement de regarder Yougoslavie, suicide d'une nation sur YouTube. C'est un reportage britannique qui est un peu vieux. Il a été fait là, au moment des accords de Dayton, dans les années 95. Mais je vous recommande de le regarder quand même. Yougoslavie, suicide d'une nation. Il est entièrement dispo sur YouTube, un documentaire britannique.
il est très bien fait et il vous montre des archives, notamment des tout débuts de pourquoi la Yougoslavie s'est désintégrée. C'est absolument bien fait. C'est encore un sujet hyper polémique aujourd'hui, je ne vous le cache pas. Moi, je ne prends parti pour rien ni personne, hein, c'est que je trouve que effectivement une guerre civile qui va faire malheureusement les chiffres les plus critiques nous disent quand même 200 000 morts, hein, en 10 ans. La dernière fois qu'on avait vu ça, c'était la guerre d'Espagne, 500 000 morts entre 1936 et 1939. C'est une honte absolue, une tragédie épouvantable, dont les plaies ne sont pas du tout refermées. Vous voyez ce qui se passe encore à l'heure actuelle au Kosovo. Pour ceux qui suivent ma page web, je vous recommande le dernier article que j'ai écrit là-dessus, qui est en ligne. On est loin, malheureusement, d'une stabilisation. Et la crise actuelle, la crise sanitaire actuelle, malheureusement, n'arrange rien. Donc, essayez de voir ça un peu, l'histoire de la dissolution yougoslave, qui comporte en gros 2 phases, quoi. La première, qui va jusqu'aux accords de Dayton, hein, il y a le départ de 90 à 95, hein, le départ des Slovènes, le petit État alpestre du Nord, le départ des Croates, évidemment. Ensuite, le drame qui va se cristalliser en Bosnie-Herzégovine. Pourquoi? Parce que c'était l'état du vivre ensemble, où se trouvaient toutes les communautés, c'est-à-dire à la fois les Slaves orthodoxes, les Slaves musulmans, bien sûr, et puis tous les autres, hein, tous mélangés dans un vivre ensemble qui était projet yougoslave. Donc une guerre civile là-dedans, vous imaginez les conséquences horribles, siège de Sarajevo, etc. Hein, les accords de Dayton, encore les États-Unis en 95, qui tentent de stabiliser le statut de la Bosnie-Herzégovine. Et puis la dernière phase de la guerre, avec la fin des États du Sud, la Macédoine qui s'en va, bien sûr, et puis le cas évidemment de l'ultime séparation, la guerre du Kosovo, bien sûr, hein, ne l'oubliez pas, et puis le cas qui quand même mené à des bombardements de l'OTAN, faits par l'OTAN sur Belgrade, hein, terrible, cette guerre du Kosovo, des deux côtés, avec des épouvantables, tragédies de massacres de part et d'autre, et puis l'ultime séparation entre la Serbie et le Monténégro, la Serbie restant seule avec la petite Voïvodine qu'évoquait votre camarade tout à l'heure. Ça aussi, c'est important à voir. Voilà, j'ai fait le tour, il est 11 heures. Je vous remercie celles et ceux qui ont pu venir d'être venus. Je vous remercie pour vos questions. Si vous en avez d'autres, moi je n'ai pas, évidemment, je ne dois pas libérer aucune salle virtuelle, donc je peux encore répondre à d'autres questions si vous en avez. Et sinon, alors, passez une bonne semaine de repos du 17 au 24, et on se retrouve tous. De toute façon, je vous enverrai le lien. Ce sera pareil sur Google Meet, hein, tout pareil. Je vous enverrai le lien de la séance de révision générale, qui sera un peu ce que je viens de faire, mais en plus détaillé, pour le 26 avril, et puis ensuite le fameux partiel du 3 mai. Et je vous remercie d'avoir pu, comme on dit aujourd'hui, d'avoir la résilience, parce que c'est un acte de résilience que d'arriver à tenir, à suivre un cours qui devrait être quand même en présentiel, hein, et pas à distance, comme on a dû le faire. Enfin, le mieux est d'avoir pu faire le mieux de ce que l'on a pu faire, en tout cas, pour que vous puissiez le suivre. Voilà, alors est-ce que vous avez d'ultimes petites questions? Je vous écoute. Non. Mathilde, Laurine, Alexandre, Suzanne, Edona, Laure, Gilia, Noël et Pauline. Eh ben merci, je vous remercie pour vos réponses. J'espère que ça vous aura été utile, en tout cas. Je vois tout est clair, ok. Eh ben c'est bien. Donc, on se retrouvera le 26 pour la séance de révision générale. Alors évidemment, là aussi, je n'impose pas la présence, hein. Je sais bien que les circonstances font que chacun fait comme il peut. De toute façon, elle sera mise en ligne aussi, et donc comme ça, chacun aura tout ce qu'il faut pour le partiel. Voilà.
Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, ou compris problèmes même, problèmes perso liés à la pandémie, je fais toujours le relais avec les collègues en charge, éventuels instanciers, cellules d'écoute psychologique et compagnie. Voilà. Allez, Merci révisez Merci bien. beaucoup, monsieur. Au revoir. Bon courage à toutes et à tous. Merci beaucoup, au revoir, bonne journée. Merci. Merci à tous. Merci d'être venus.